Ouais. Donc je vais évoquer devant vous la statuaire de Reims, donc qui est une partie insigne de l'édifice quand même, et qui a été très touchée au moment des bombardements, surtout donc sur le portail nord de la façade occidentale. Alors je vais prendre un petit peu l'exemple de cette façade occidentale pour pouvoir vous dresser un petit peu tout ce qui s'est produit entre ces éléments graves de la guerre et aujourd'hui, en examinant un petit peu toutes les évolutions qui ont été faites sur la manière de traiter cette statuaire. Alors donc là, on est devant l'édifice en 1917, juste avant qu'on protège les éléments de statue avec les sacs de sable. Donc toutes les parties hautes n'étaient pas traitées, c'est-à-dire que autant on a pu protéger en partie basse, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, par contre là-haut, il était impossible d'y aller, et encore plus dans les parties hautes, puisque effectivement l'ennemi surveillait tous les mouvements sur cette cathédrale pour éviter que ça serve de poste de guet. Donc on n'a pas pu enlever tout de suite les vitraux. Il faut savoir que pour la petite histoire, les vitraux, au moment où Deneux a été en charge à la cathédrale, il a organisé des campagnes de photographie de ces vitraux pour en avoir le maximum d'informations au moment où on savait que peut-être des bombardements allaient se produire. Il a aussi organisé la dépose des vitraux qui a été faite par les pompiers de Paris de nuit, de l'intérieur, pour pouvoir déposer les panneaux sans être vus de l'ennemi. Donc, ils ont été transportés au Trocadéro, ici même d'ailleurs, et répertoriés. Vous voyez donc l'état de ces vitraux au moment où ils sont arrivés ici. Les premières consolidations qui sont faites dès 1924 sont faites avec un ciment métallique que Henri Deneux a utilisé. Et j'avoue que c'est une restauration qui est quand même assez bluffante. Alors évidemment, visuellement, vous voyez l'effet désastreux que ça a sur l'image de l'ange de la cathédrale. Il faut savoir donc qu'elle était vraiment, elle avait perdu sa tête, et puis, enfin cet ange avait perdu sa tête, etc. Et l'ensemble a été recollé avec ce fameux ciment métallique. Donc visuellement, ce n'est pas très valorisant ce ciment, mais j'avoue qu'il est vraiment très bien fait, à la fois dans les parties qui ont été reconstituées, comme le nez, et bon, je prends l'exemple de cet ange, mais c'est partout pareil, je vous l'assure. Ces éléments-là sont vraiment très stables et vraiment bien réalisés. Ils sont par contre beaucoup plus durs que la pierre. C'est-à-dire qu'il est illusoire de vouloir se dire mais finalement c'est assez désastreux, on va refaire, mais avec des mortiers beaucoup plus sophistiqués et actuels. Mais finalement on ne peut pas, parce que si on attaque ces éléments-là, on attaque la pierre derrière, on ébranle tout, et on ferait un travail désastreux. Donc on a convenu de laisser ces éléments. Et finalement, il témoigne d'une campagne de restauration qui est, à mes yeux, bien faite et très stable. Alors évidemment, ça ne sera pas valable partout. Sur les parties protégées, ces consolidations faites au moment de cette première restauration sont stables et n'ont pas évolué. Par contre, dans les parties très exposées, ce ciment métallique, lui aussi, génère des sels. Les pierres qui sont contiguës se désagrègent et on a un phénomène de vieillissement accéléré de la statuaire. Voilà, donc l'ange actuellement, c'est pour vous rassurer sur son état. Donc, bon, évidemment, Henri Deneux avait patiné lui aussi, bien sûr, mais la patine, une fois qu'on fait le nettoyage, elle s'en va et on est obligé de repatiner derrière. Alors, pour la statuaire, donc, il y avait eu énormément de déposes. Henri Deneux avait organisé un dépôt lapidaire dans le Palais du Tau, dans les salles voûtées. Donc tout ça a été récupéré et tout ça a été recollé. C'est le cas, par exemple, j'aurai l'occasion d'y revenir, sur le groupe de la reine de Saba, où donc les éléments de la reine étaient déposés et ont été recollés. Alors, la commission des monuments historiques esquisse le 5 novembre 1943 la doctrine pour la conservation de la statuaire de Reims. Elle donne son approbation au principe d'une restauration générale de la statuaire de la cathédrale de Reims. Et cette restauration, cette restitution, finalement, passe par soit restaurer la statue ancienne, soit la remplacer par un moulage. Le moulage vient d'apparaître en même temps que le béton. On sait mélanger de la pierre et des agrégats de pierre, de ciment avec des agrégats de pierre et faire un moulage en pierre reconstituée. En fait.
soit de créer une nouvelle statue dans l'esprit du temps. Et donc, la commission va examiner au cas par cas, c'est ce qu'on évoquait hier, chacun des éléments qui étaient à restaurer. Et donc, chaque cas a fait l'objet d'une décision au moment où on avait une technique qui se mettait en place et où on pouvait donc faire appel à plusieurs solutions et on prenait la solution qui nous semblait la plus raisonnable. On va commencer par évoquer le cas du portail central et donc le gable ici du couronnement de la Vierge. Donc il était évoqué de faire tout de suite des moulages de ce groupe pour conserver un témoin de l'état actuel et faire une reproduction en pierre reconstituée qui en fait était un moulage. À partir de ces moulages, on faisait des tirages en pierre reconstituée et on reposait l'ensemble. Et finalement, l'ensemble n'a pas été réalisé de cette manière-là. Elle a été réalisée un petit peu comme ce qui a été fait sur les parties hautes, en restituant des copies en pierre. Et ce que je vous montre là est la copie qui a été réalisée en 1948, jusqu'à 1950, par un sculpteur. Et en fait, tout de suite, on voyait que ces statues auraient peut-être eu comme désavantage de paraître trop neuves. Et l'architecte à l'époque a arrêté la main du sculpteur très vite, enfin très vite non, au moment où il allait enlever les derniers millimètres de l'épiderme de la pierre pour pouvoir restituer l'ensemble de ce groupe sculpté. Il l'a laissé faire sur les visages, et puis sur certaines parties, certaines mains. Et par contre, il l'a arrêté sur l'ensemble du reste des personnages, des anges. C'est-à-dire que le semi-point que vous devinez ici, c'est simplement l'approche qui était faite à la machine à reporter les points à partir d'une maquette. Et donc, il l'a arrêté sur les derniers millimètres de l'épiderme de la pierre, ce qui faisait que l'image était un peu brouillée. Et pour lui, c'était satisfaisant, ça ne faisait pas trop neuf par rapport au reste de l'édifice. Donc il y a une notion d'abord de la statuaire qui rentre déjà en ligne de compte au moment où on fait les premières copies de pierre. C'est un peu moins vrai pour les parties hautes, qui sont ici, où vraiment les sculptures sont réalisées telles quelles et posées en place, mais les parties qui peuvent être perçues, déjà il y a une notion d'abord de la statue qui rentre en ligne de compte. En 1948, on est déjà sur le portail sud de cette façade occidentale. On se pose la question, qu'est-ce que l'on va pouvoir faire sur cette statuaire ? Et finalement, la commission conclut à une création. C'est-à-dire qu'on ferait une création de ce groupe sculpté, puisque vraiment tout était en très mauvais état. Et là, je suis même un peu avant le bombardement sur cette photo. Donc, on envisage de prendre un sculpteur et de faire une sculpture dans l'air du temps, mais avec un sujet imposé, bien sûr, qui serait en lien avec ce qui était représenté ici. Alors, ce qui était représenté, c'était un Christ portant un globe terrestre. Et en fait, après analyse, on verra que cette iconographie a été légèrement modifiée lorsque ça a été réalisé. Donc là, je balaye l'évolution un peu doctrinale qui a été faite sur la cathédrale. Au niveau de la statuaire, donc, on faisait une conservation en place au maximum, bien sûr, de la statuaire existante. Vous l'avez vu avec l'ange qui a été recollé. Et on faisait des copies en pierre ou des restitutions en pierre dans les parties très visibles du public. Et en même temps, on les faisait aussi dans les parties supérieures. Il n'y avait pas vraiment la technique du moulage qui s'était imposée. C'était quelque chose qui était trop nouveau et qui... Finalement, on avait fait des premiers essais et donné des résultats très peu satisfaisants. C'est-à-dire que les moules n'étaient pas suffisamment stables, ou je ne sais pas ce qui se produisait au moment du coulage du béton. Peut-être que la masse était trop importante et il y avait des déformations. Et l'ensemble, une fois démoulé, paraissait très savonneux, très peu intéressant. Et ça avait été assez vite éliminé. On était dans les années 50. Alors, en 1967, il y a un fait nouveau, c'est-à-dire qu'on fait quand même des examens sur les parties hautes. Vous avez sur la partie gauche le portail nord qui était échafaudé, et donc l'incendie s'est produit. Il avait touché quand même la partie centrale autour de la rose, donc il y avait des éléments qui étaient désagrégés. Il y avait ici un Goliath. Alors là, la scène, c'est donc Goliath avec David, et la même chose en pendant. Et donc... ce Goliath-là a été déposé en 1967 et a été mis dans le musée du Palais du Tau. Et on voit le vide qu'il a laissé à ce moment-là.
Donc on a commencé à déposer certaines statues qui menaçaient, parce que les effets du bombardement déjà produisaient et imposaient des déposes. Une première évolution de la doctrine s'est faite en 82. Il faut savoir que sur la cathédrale, il y a des comités scientifiques qui se réunissent au moment où des décisions sont prises. Et éventuellement, ces décisions sont remontées en commission nationale si c'est nécessaire. Donc là, en 82, la technique du moulage a fait des progrès importants. Et la doctrine évolue un peu et va dans le sens d'un choix de moulage plutôt qu'un choix de copie en pierre. Et donc ces éléments de moulage, on va les rencontrer dans la partie basse et même par extension dans les parties intermédiaires. Le premier essai qui a été fait, c'est en 90 avec un de mes prédécesseurs, donc Jean-Michel Musseux, qui va remplacer Abraham et Aaron sur le portail nord par des moulages. Les éléments d'origine sont déposés, sont copiés par moulage et sont restitués donc en pierre reconstituée. Ce sera donc les premiers essais qui paraîtront satisfaisants. Savoir que effectivement, lorsqu'on fait un moule, donc on prend une empreinte de l'œuvre originale. On compare aussi quand même avec les photos que l'on avait, les plus vieilles photos, maintenant c'est 1850, 1880. Donc là, on avait des photos de 1880 qui nous montraient assez clairement qu'il y avait un peu plus de matière qu'on en avait sous les yeux au moment où on a fait le moulage. Et donc, il a été permis à l'époque de compléter les moulages. Enfin, les premiers tirages qui sont faits en plâtre sont complétés. Ensuite, on refait un moule sur ce plâtre et ensuite on fait le tirage en pierre reconstituée. Donc il a été admis de renforcer un petit peu le relief sur le visage de manière à accentuer un petit peu cette statuaire. Ça, c'est la première évolution. Vous avez le résultat ici. Donc on voit très bien les éléments qui ont permis de reconstituer un petit peu le visage. Voilà. Alors que le reste est à peu près identique. Ça, c'est la première évolution, l'arrivée du moulage. Donc le moulage est devenu assez vite une solution passe-partout. Et elle a tout de suite été un peu adoptée sur les gables. Donc un de mes prédécesseurs aussi, donc Dominique Moufle, a eu à traiter le gable du portail sud, où là, je vous montrerai tout à l'heure qu'il était envisagé une création pure avec un sculpteur contemporain. Cette solution a été abandonnée au profit d'une restitution, disons, à partir des vestiges que l'on avait, c'est-à-dire que là, on a fait la même chose, on a pris une empreinte, on a fait des tirages en plâtre, on a complété et on a obtenu un premier modèle donc d'un Christ portant le globe. Seulement en poussant un petit peu, en examinant tous les vestiges, on s'est aperçu qu'il y avait eu une modification au XVIIIe, que ce Christ qui portait un globe était autrefois un Christ qui montrait ses plaies. Et donc, en regardant les gravures qui étaient donc avant les photos, on devinait quand même que cette attitude était l'attitude qui prévalait au XVIIIe siècle, avant l'intervention du XVIIIe siècle. Je vous rappelle donc que les portails ont été terminés assez tardivement. 13e, donc c'est le début de la partie Est, mais on réutilise certaines statues qui étaient déjà prévues ou peut-être déjà utilisées sur un autre édifice, on les réintègre et on les complète, et on arrive peut-être au 14e, 15e, voire 16e siècle sur les statues qui sont présentées ici. Et donc, au 18e, une campagne de restauration a déjà modifié ces statues, les a déjà remplacées, et là, donc, on est dans une autre intervention, qui est donc celle du moulage. Donc là, mon confrère a changé finalement l'apparence et la maquette est modifiée. On a fait un tirage avec ce Christ présentant ses plaies. Voilà le résultat. Alors, la technique actuelle est quand même assez sophistiquée. On arrive assez vite. Lorsqu'on pose la pierre reconstituée, elle n'a pas tout à fait la même teinte, mais très vite, elle prend la teinte de la pierre. On a examiné les vieillissements et on arrive assez bien à maîtriser ce qui se passe. Et on arrive à avoir quelque chose qui est très, très, très proche de la pierre. Et on a beaucoup moins, enfin, on a encore l'aspect savonneux du moulage, parce qu'à force de faire une empreinte, tirer,
et ensuite refaire un moulage sur ce tirage, on crée une altération de la forme, l'accentuation des coups d'outils, tout ça disparaissent un petit peu et sont estompés. Et on a quand même cet aspect un peu savonneux, un peu usé de l'œuvre originale. Voilà ce qui a été fait aussi. Là, pour la petite histoire, donc, ces éléments-là, par contre, eux, sont en pierre. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait de moulage. Là aussi, on a fait une maquette, et on a refait des compléments, et ensuite on a fait un moulage pour reconstituer, pour refaire une pierre reconstituée. Par contre, là, on a fait le même travail de maquette, mais il y avait beaucoup moins de témoignages, donc on avait très peu de choses, d'informations au départ. Donc finalement, c'est une maquette faite d'après photos et faite d'après les gravures, qui a permis de reconstituer un modèle satisfaisant. Et là, c'est la solution de la copie en pierre qui a été retenue. Parce qu'on était loin du vestige initial. On était plus dans la création. Et finalement, c'est la solution qui avait été émise dès le départ, que je vous ai montré, qui a été retenue, c'est-à-dire une copie en pierre. Valable aussi pour ici. Donc la doctrine, c'était vraiment ça. On avait des témoins qui étaient suffisants, qu'on pouvait éventuellement aller un peu au-delà en les complétant à partir de l'iconographie, et on refaisait une pierre reconstituée qui était quand même très proche de l'original. Et par contre, là où on avait beaucoup plus d'hésitation, on choisissait donc la copie en pierre. Voilà une copie en pierre reconstituée, copie en pierre reconstituée, une copie en pierre. Par contre, toute la statuaire qui, elle, est protégée par l'architecture et qui donc a été aussi protégée un peu du feu, elle est restée telle qu'elle et a été maintenue en place. C'est le cas de l'ange, c'est le cas de tout ce qui se trouve sur les gables aussi, dans les parties abritées. Et donc toute cette statuaire est simplement nettoyée, restaurée, consolidée. Quelques petits goujons, des petits solins, parce qu'effectivement la pierre a tendance à se fracturer. Il y a un phénomène de délitement qui apparaît, donc tous ces éléments-là se reconsolident de manière à ce que le délitement s'arrête. Et on évite que l'eau pénètre entre les deux, et donc on fait des solins qui permettent de faire glisser l'eau. Alors, ensuite, le portail nord, une première évolution qui a lieu et qui suit la technique. En fait, la première intervention sur le portail nord se situe entre le portail nord et le portail central, c'est dans le groupe sculpté de la reine de Saba. Donc il y a 3 statues, Saint-Rigobert, l'homme à tête d'Ulysse et la reine de Saba. Et là, on était donc devant un phénomène donc de vieillissement, d'altération de la statue, de la statuaire qui avait pris le feu. Et en même temps, je dirais que les conditions techniques avaient évolué et en même temps, il y avait le mode de financement qui évoluait aussi un petit peu. Alors, ça me fait l'occasion de parler des Amis de la cathédrale de Reims, qui sont donc créés en 1917 au moment des bombardements. Et cette entité, ces Amis de la cathédrale, ont participé quand même financièrement. Ils ont collecté des informations, ils ont collecté même des vestiges, des têtes. Ils ont fait un travail de fourmi finalement. Et ils ont suscité aussi des dons pour pouvoir obtenir des financements, pour pouvoir aider à la reconstruction de l'église. Les Amis de la cathédrale, on est donc sur un édifice qui appartient à l'État, donc il est entièrement financé par l'État lorsqu'il y a des restaurations. On a bien vu que ça avait été aidé par la Fondation Rockefeller dans des proportions très importantes. Mais il y a aussi les Amis de la cathédrale qui ont participé, qui ont apporté leur pierre, finalement, si j'ose dire, à la reconstruction de l'édifice. Et les Amis de la cathédrale sont toujours vivants et sont toujours très motivés par la conservation de cet édifice, et ils sont intervenus petit à petit dans la restauration des parties les plus accessibles, donc la statuaire. On est parti des couvertures et on arrive maintenant dans les parties plus fines. Et ils sont intervenus en participant finalement au choix qui était dicté sur ces éléments-là. Et ils ont posé un petit peu, comment dire, une vision qu'on perdait un peu de vue à travers les décisions qui se produisaient dans le comité scientifique,
dans les commissions nationales, on était quand même entre têtes d'élite, enfin entre têtes bien pensantes, et il y avait quelque chose une bulle qui n'était plus vraiment en liaison avec ce que la population percevait de l'édifice. Et j'avoue que les Amis de la cathédrale ont apporté un petit peu un bol d'air frais, entre guillemets, sur la manière de voir et de concevoir l'édifice tel qu'il devait être au niveau de sa restauration et de sa conservation. Et en même temps qu'ils apportaient une obole qui n'était pas négligeable. Dans les dernières opérations, les dons qui sont faits par essentiellement des maisons de champagne, et, enfin je ne sais pas exactement quels sont les donateurs, mais j'imagine, c'était de l'ordre de 30% des opérations de restauration. Donc l'État finance finalement plus que 70% sur certaines opérations, ce qui n'est pas tout à fait négligeable, et la voix compte un petit peu de ces Amis de la cathédrale. Donc une autre façon de voir a été imaginée, et c'est illustré dans le premier cas de figure qui concerne la reine de Saba, qui se trouve donc ici sur l'éperon entre le portail sud et le portail central. Pour la reine de Saba, vous voyez donc son état au moment où on s'est penché sur le problème. On avait donc les recollages que je vous ai montrés, la tête, le bras, et on avait aussi un délitement ici dans la partie frontale. On devine les parties rougies par le feu, et puis par contre, on devine un délitement qui se produit, et des consolidations qui avaient été faites et qui devenaient plus très stables. Vous devinez très bien donc les vestiges qui ont été reposés, les solinages qui sont faits avec ce fameux ciment métallique qui est beaucoup plus grisé, on les devine ici, et on devine quand même des parties plus claires qui sont justement la pierre qui est en train de fondre au contact de ces éléments, sous l'effet du mouillage et du séchage constant de ces statues qui sont en avant-poste, disons, de la statuaire. Donc que cette statue était vraiment menacée dans son état. Et très vite, il a été envisagé de la déposer et de la remplacer par une copie. Alors, quelle copie fallait envisager? Donc là, vous avez l'élément de nœud une fois que ça a été restauré en 1943. Et pour la reine de Saba, on avait quand même un dilemme qui se présentait, c'est-à-dire qu'ici même, au Trocadéro, dans l'ancien musée des monuments français, avait été fait le moulage de la reine de Saba avant la destruction de la Première Guerre mondiale. On avait donc un moulage de 1881 de cette statue. Un moulage en plâtre qui lui-même avait sa patine finalement, puisque un siècle plus tard, même plus d'un siècle plus tard, on avait toujours l'objet intact dans les collections ici qui étaient présentées. Et on avait ce vestige sur place. Là, j'avoue que la vision des Amis de la cathédrale a énormément pesé sur les décisions, c'est-à-dire comment vous avez un témoin qui pourrait aller au-delà du vestige que vous avez sous les yeux. Vous n'allez pas nous remouler le vestige que l'on a sous les yeux avec quelques petits compléments, alors qu'on a un témoin très précis au musée des monuments français. Ici, la conservation disait halte là, vous n'allez pas me remettre faire une prise d'empreinte sur ce moulage, vous allez abîmer sa patine, vous allez risquer d'abîmer mon moulage, il est hors de question de me faire cette prise d'empreinte. Voilà, donc c'était difficile. Heureusement, la technologie avait avancé, on savait maintenant faire des prises d'empreintes à l'aide de scanners 3D, c'était tout nouveau, et ces scanners 3D permettaient d'avoir un Smith point qui permettait de restituer dans la matière la forme que la machine avait relevée à travers le laser. Alors tout de suite, on s'est posé la question, est-ce qu'il est raisonnable de remettre le moulage sur cet éperon? Alors on m'a demandé de faire des simulations pour voir si vraiment c'était hors de proportion, si c'était vraiment trahir les premières décisions des premières doctrines, on laisse en place les vestiges de ce qui existe, s'ils peuvent être consolidés, on remplace par les copies si vraiment il faut. Là, on était quand même en bascule. Il fallait quand même déposer. Là, on se rendait bien compte que la statue arrivait à bout de souffle. Il fallait donc faire une copie, mais faire une copie avec ou sans, en s'inspirant ou non du moulage du Trocadéro. Donc, on m'a demandé de simuler, un petit peu comme ce qui a déjà été fait au moment des premières reconstructions. Donc, j'ai simulé à partir du moulage de la reine de Saba, ce que ça pouvait être, et même en allant jusqu'à compléter un petit peu les deux personnages qui étaient de part et d'autre.
Et c'est vrai qu'on a admis, grâce à la notion d'abord, qu'il était tolérable de revenir à l'état de 1881, c'est-à-dire de ne pas être bloqué en laisse tel que on l'a sous les yeux. Mais en faisant ça, on avait conscience qu'on perdait l'aspect témoignage que l'on avait voulu conserver au départ en disant le portail nord, on n'y touche plus, il va témoigner du désastre, il va montrer aux générations futures ce que ça donne quand il y a une guerre, donc il va témoigner. Et là, en faisant ça, on effaçait quand même une partie de ce témoignage. Mais le financement, la notion d'abord, l'évolution technologique faisait qu'il était admissible, finalement, peut-être d'envisager cette solution. Très vite, donc, le scan a été fait sur le moulage, donc on a contenté le conservateur, on n'a pas du tout touché au moulage. Et les premiers essais ont été faits. Alors, à l'époque, la technologie, une fois qu'on avait un fichier de scan 3D, on ne pouvait pas commander une machine. On savait mettre un casque sur la tête du sculpteur, lui donner un outil, et quand il approchait, ça bipait, il fallait qu'il s'arrête. Donc c'était vraiment... il y avait encore la main de l'homme qui intervenait entre les deux. Et il arrivait très vite, le sculpteur, à dégrossir. Vous partez d'un bloc parallélépipédique et il faut faire sortir la statue qui existe à l'intérieur. Il faut approcher très vite. Et c'est vrai que cet outil-là permettait d'aller très vite dans la résolution de la forme. On a fait un essai sur la tête pour se rendre compte jusqu'où ça pouvait aller. Et très vite, on s'est aperçu que la machine ne pourrait pas donner le fini de la statue. Il fallait que la main de l'homme intervienne derrière, fasse la trace de l'arc du sourcil, d'un coup d'outil. Il ne fallait pas que ce soit un semis-de-poing, ce n'était pas possible. Donc, on savait que l'épiderme a été traité avec le sculpteur à la fin. On a fait des essais avec 3 sculpteurs. C'était une sorte de concours, finalement, et ils avaient les mêmes fichiers, ils avaient les mêmes matériaux, ils ont fait des essais, et un sculpteur a été choisi. Alors voilà ce que ça a donné en atelier. Vous imaginez le sculpteur avec le casque sur les oreilles, quand ça bipait, il s'arrêtait. Donc on obtenait quelque chose à partir du bloc parallélépipédique, assez informe, mais petit à petit, par approche successive, on arrivait avec des outils de plus en plus fins, et le même casque qui lui disait « arrête-toi là, on est à l'épiderme » ou on est à 1 cm ou 1 mm de l'épiderme. Et donc petit à petit, le sculpteur a approché la forme, et vous l'avez sur la droite et sur la gauche dans une phase intermédiaire. Et très vite, on est arrivé à avoir l'œuvre finie. Le sculpteur a pu arriver à l'épiderme final. Il s'est aidé des photos et en même temps, la machine lui a permis d'arriver très vite à la forme souhaitée de la statue. Vous avez sur la gauche ici la statue déposée, qu'il avait constamment sous les yeux, le modèle qu'il avait déjà réalisé, et puis l'œuvre finale qui était en cours de réalisation avec la console ici en dessous. Alors, la même chose, évidemment, s'est posée pour l'homme à tête d'Ulysse qui était donc à la droite et qui est le Saint-Rigobert qui est à gauche. Et finalement, c'est la même solution qui a été adoptée pour cet ensemble. D'abord pour une question d'homogénéité et en même temps pour respecter ce qui avait été imaginé pour la statue de la reine de Saba. Donc on est arrivé à une copie en pierre à partir d'un scan 3D. Voilà donc ce qui a été fait pour la même approche pour l'homme à tête d'Ulysse, l'original déposé, et puis la statue en cours de réalisation. Il y a même eu une présentation dans l'édifice pour montrer au public ce qui était en cours de réalisation avec les originaux. Au passage, on s'est aperçu, et ça c'est l'œil du sculpteur qui est très important, que les moulages en terre qui avaient été réalisés en 1881, qui étaient donc des éléments qui ensuite étaient assemblés, on faisait le tirage en plâtre à l'intérieur de l'empreinte, étaient légèrement... La terre avait flué par endroits, il y avait des choses qui avaient créé des poches, et le sculpteur qui est vraiment proche de l'épiderme a pu corriger certains de ces éléments-là. Donc c'est là où c'est important. L'œil du sculpteur est vraiment important et c'est vraiment lui qui apporte la touche finale dans l'épiderme. Là, vous avez sur ce portail nord un moulage qui a été réalisé. Ces 2 parties-là sont des éléments, des vestiges qui ont été
moulés, enfin qui ont été pris en empreinte, ensuite un tirage. Et là, par contre, on n'a pas fait de complément, en fait. Ces moulages ont été restitués tels quels. Donc là, on déroge à ce qui a été réalisé sur la reine de Saba. On est vraiment dans le droit fil, enfin on ne déroge pas, au contraire, on est dans le droit fil de la doctrine qui avait été imaginée, c'est-à-dire on laisse en place les éléments. Là, on n'a pas pu laisser en place les éléments d'origine parce qu'ils fondaient, et c'était vraiment impossible de les laisser, ils seraient tombés sur le public. Donc on les a remplacés par une copie, mais c'est un moulage qui a été réalisé, c'est-à-dire vraiment une copie fidèle, ou si possible, le plus fidèle possible de l'œuvre en place. Comme c'était une œuvre usée, rongée par le feu, le fait que ce soit un moulage, la partie savonneuse dont je vous parlais ne se perçoit pas quasiment. Vous avez tout de suite l'ange ici. Voilà la reine de Saba et l'homme à tête du lys en cours de montage. Il manque le Saint Rigobert ici. On devine la place de la statue. Il faut savoir que ces statues sont pas la reine de Saba, bien sûr, mais les autres sont des statues colonnes. C'est-à-dire que ça sert de colonne et en même temps, la partie frontale est solidaire de la colonne. Par contre, les parties hautes, c'est toujours la technique du moulage qui a été conservée. C'est-à-dire qu'on a fait une prise d'empreinte, on a fait des compléments sur la maquette et on a fait un tirage en pierre reconstituée. Par contre, les parties exposées, qui n'étaient plus, elles, discernables à travers les vestiges, ont été refaites en pierre. Ça a été le cas pour les anges ici, et puis pour une gargouille. Voilà, donc avant patine, en fait la patine n'avait pas été faite parce qu'il y avait des problèmes de contingence sur les échafaudages, donc la patine a été refaite après. Donc voilà l'ensemble d'échafaudés avec le groupe de la reine de Saba en partie basse. Et les moulages, ici. Finalement, aux deux opposés, on a des moulages. Abraham et Aaron ici, et puis donc les apôtres ici. Par contre, à l'intérieur, au revers de la façade, que lorsqu'il y a eu l'incendie, les voûtes se sont effondrées, il y a eu donc un incendie à l'intérieur. Le revers de la façade, qui lui est aussi sculpté, a été conservé, et comme il est protégé, il reste en place tel quel, et il témoigne, lui, de ce qui a été de ce désastre. Ça reste en place tel quel. Je vais évoquer donc une évolution encore qui s'est produite, celle donc de la campagne de 2017 qui intéresse l'étage de la Rose, qui est ici, où là donc la technologie a fait un pas supplémentaire, et donc on va voir qu'il y a une évolution. Alors là aussi, il fallait savoir où on s'arrêtait. Bon, vous voyez bien les contreforts avec les anges, tout ça a été restitué, y compris même le pèlerin qui est ici, qui a été restitué assez récemment, finalement, dans les années 80. Donc on est quand même dans un retour restitution à l'identique de l'ensemble de la statuaire. Et il restait à traiter cet étage de la Rose, avec, on devine très bien, l'empreinte du feu qui est venue jusqu'ici, et qui a mangé à peu près un tiers de la Rose, et donc toute la statuaire de la partie gauche, de la montée de l'arc ici, qui avait complètement disparu, le pèlerin, et puis le Goliath qui est ici, qui est simplement ceinturé de métal pour pouvoir le consolider en attente. Vous vous souvenez du Goliath qui a été déposé en 1967 ici. Et donc, qu'allait-on faire sur ce portail? Fallait-il laisser les traces du feu pour témoigner, sachant qu'aux abords, on était revenu à des états antérieurs. On avait aussi la problématique, on savait qu'en 1906, il y avait eu une première restauration, donc il fallait venir avant 1906 ou rester à 1906. Toutes ces questions étaient posées, et on m'a demandé là aussi de faire des simulations. Qu'est-ce que donnerait la restitution complète des voussoirs avec leur sculpture, du pèlerin, du Goliath, du David qui est ici, des chiens, des brebis. Tout ça a été imaginé comme ça. Ou bien fallait-il laisser un tant soit peu quelques éléments qui témoignent de l'incendie et qui soient finalement des éléments dont on avait peut-être moins d'informations ou qu'on imaginait protégés, qui finalement pourraient peut-être ou moins vus et qui pourraient quand même témoigner lorsqu'on porte un regard attentif sur la cathédrale et apporter une information.
Et finalement, c'est cette seule solution intermédiaire qui a été choisie. Alors, il y a eu des grands débats. Vous imaginez les amis de la cathédrale. Non, on préférait quand même qu'on nous restitue tous les voussoirs. Sachez que je trouve très facilement un donateur qui pourra me payer ce voussoir. C'est pas un problème. Donc, il y avait vraiment une volonté. Et d'un autre côté, il y avait une volonté de rester dans le droit fil de ce qui avait été imaginé dès 1919, de dire non, on va quand même laisser un témoin de ce désastre. Et bon, il y a eu ça a été très houleux quand même, il faut l'avouer, mais il y a eu quand même un moyen terme qui a été choisi. Certes, on restitue tout, excepté ces voussoirs-là. Bon, c'était un choix. C'est un choix que peut-être nos successeurs nous reprocheront, mais ils auront tous les témoins possibles. C'est-à-dire qu'on a déposé les voussoirs, on a aussi toute l'iconographie, donc ils pourront éventuellement repartir sur une autre hypothèse. Nous, c'est l'hypothèse qui a été retenue, qui a été finalement un compromis entre ce qui avait été imaginé au départ et ce que l'état actuel de la perception du monument avait fait comme évolution sur ce monument. La technologie pour pouvoir faire tout ça a été un petit peu saupoudrée en fonction des cas de figure que l'on rencontrait. Le Goliath déposé en 67, eh bien, en stock, on avait évidemment l'original, mais on avait aussi 3 moulages de ce Goliath. 3 moulages qui étaient légèrement différents, qui peut-être avaient été faits à partir de la même prise d'empreinte ou des empreintes différentes. Et on les a examinés, et il y en a un qui nous a paru quand même beaucoup plus intéressant, à la fois au niveau de l'accentuation de la sculpture et au niveau de sa précision. Et donc ce témoin-là, ce moulage-là a été utilisé. Là, on n'avait pas le souci d'avoir la conservation de la patine. Je vous ai montré dans les étages du Palais du Thau les réserves de moulage. On a sacrifié, entre guillemets, ce moulage, puisqu'on en avait 3, et on l'a utilisé pour pouvoir faire une nouvelle prise d'empreinte qui nous a servi à faire un élément en pierre reconstituée. C'est les zones pochées en bleu. On avait aussi la même problématique sur cette sculpture d'un claveau ici, qui représente la reine de Saba et le roi Salomon, où on avait des vestiges très importants sur place. On avait, à travers l'iconographie, quelques éléments qui nous montraient qu'en 1914, il y avait encore un peu plus de matière qu'on en avait sous les yeux actuellement en 2000. Donc, on s'est autorisé des reconstitutions, je vous montrerai. Le Goliath qui est ici, qui est bardé de métal, autant vous dire que lorsqu'on l'a déposé, il est parti en 1000 morceaux, comme on dit, et c'était vraiment 1000 morceaux. Il était fracturé de partout. On a heureusement pu faire une prise d'empreinte, mais une prise d'empreinte à travers un scan 3D. Pourquoi ? Parce que prendre des empreintes à travers les filins qu'il fraitait de partout, on aurait pris des informations qui nous auraient gênés au moment de la prise d'empreinte. Donc il a été plus sage de faire une prise d'empreinte à travers un scan 3D de cet élément pour obtenir un modèle numérique de ce Goliath. Et on a fait la même chose pour certains éléments. Donc là, il était imaginé une copie en pierre à partir de la prise d'empreinte numérique que l'on avait faite. De même pour le pèlerin qui est ici. Et ici, c'est coché en jaune parce qu'on était dans l'hésitation de savoir s'il fallait revenir à un état antérieur à 1906. 1906, c'est une campagne de restauration importante sur cet étage de la Rose. Et une partie de la statuaire est déposée et remplacée par des statues de 1906. C'est une création 1906, finalement, à partir d'une iconographie qui existait, bien sûr, mais qui est quand même une création pure. Fallait-il revenir à un état antérieur, sachant qu'on avait au musée Bourdelle un élément du David qui était ici, qu'on aurait pu peut-être réinterpréter avec des photos, et finalement, c'est la solution de conservation de 1906 qui a été privilégiée, sachant qu'on avait une partie 1906 qui était sur la droite, qui était encore présente, et c'est l'homogénéité, donc la notion d'abord qui a été privilégiée. Et par contre, toutes les zones vertes, ce sont des éléments simplement restaurés, nettoyés, consolidés en place. Voilà donc ce qui a été imaginé comme solution pour cet étage de la Rose. Je vous parlerai tout à l'heure de la Rose et des vitraux. Voilà, donc le pèlerin, on avait une iconographie importante, alors que sur place, il n'y avait plus rien. Je vous ai montré la photo, et c'est vraiment insignifiant ce qu'il y a.
mais quand même, on avait pu faire un scan 3D de ces vestiges. Et d'une manière numérique, à partir du scan du vestige, vous voyez l'état de délabrement, il fallait imaginer que c'était le pèlerin, à partir de l'iconographie, c'était assez facile avec la machine, c'est-à-dire qu'on pouvait mettre en fond d'écran la photo du 19e siècle, et puis faire tourner la maquette, et la superposer, à la fois en dimension et en orientation, et faire les compléments. Et en fait, là aussi, c'est un sculpteur qui a quand même guidé la machine et qui a permis de restituer au moins les formes générales de l'ensemble du pèlerin pour pouvoir approcher une préforme. Cette préforme qu'il allait pouvoir travailler ensuite dans la matière. Donc, très vite, on a pu obtenir une préforme, on a pu obtenir un modèle numérique. Alors non, ça c'est le modèle une fois l'œuvre est réalisée. Il ne faut pas tout mélanger. Pardon, je fais n'importe quoi. La préforme a donc été tirée dans du polystyrène. C'est tout bête, mais c'est très pratique. Ce polystyrène a été complété en plâtre pour pouvoir en faire une maquette, pour que là, le sculpteur puisse aller au-delà de cette première approche et compléter avec l'aide des photos les éléments de la maquette, de manière à arriver au modèle définitif, qui lui a été validé en commission et qui a été réalisé en pierre. Et là, c'est le scan de l'œuvre réalisée. Pourquoi on s'est permis de faire un scan? Parce qu'on s'est aperçu que finalement, peut-être que la technologie pourrait, dans le futur, nous aider. Alors évidemment, ça pose un problème de conservation des fichiers, des formats de fichiers. On est en train de défricher. L'informatique, c'est quand même pas quelque chose de très stable. On a tous eu le cas de nos disquettes qui ont disparu, les formats de fichiers Word qui n'existent plus. On voit bien que les éléments, l'archéologie de l'informatique est à inventer et il faudra s'y pencher. Les archivistes doivent s'y pencher de toute urgence. Les formats de fichiers sont un enjeu très important. Il va falloir très vite avoir en stock toujours les routines qui vont nous permettre de conserver les formats d'actualité. Il est certain que les fichiers obtenus ici, on a fait confiance au CNRS. On pense que les fichiers qui nous ont demandé d'utiliser seront pérennes et on espère que ces fichiers pourront être transmis aux générations futures parce que on a des problèmes de conservation. Maintenant, tous ces moulages, vous imaginez tous les moulages qui ont été faits sur la statuaire de la cathédrale, il faut les stocker quelque part. Actuellement, c'est dans un dépôt à la Drague de Champagne-Ardenne, mais il y en a aussi dans le Palais du Thau. Mais tout ça est difficile à maintenir en bon état, bon, même s'il y a eu beaucoup de progrès de fait, mais il y a encore des éléments qui sont un peu répartis un peu n'importe où. On ne sait pas, on en a une connaissance qui est très, qui est maintenant meilleure qu'on avait autrefois, parce qu'un recensement a été fait, mais quand même qui est très difficile à manipuler. C'est vrai que les fichiers seront beaucoup plus faciles à manipuler, ils seront d'une disponibilité immédiate. Donc il est vraiment de toute urgence de pouvoir avoir cette conservation des fichiers. Donc on fait quand même un geste en disant, voilà, nous, on a la technologie, on peut créer tout de suite des fichiers qui peut-être vous serviront, on ne sait jamais s'il faut revenir sur ce pèlerin dans 150 ans. S'ils peuvent avoir les fichiers encore valides, ça serait très, très important pour eux pour repartir sur une nouvelle copie. Voilà donc le Goliath Nord, qui est donc issu du scan, où on a enlevé artificiellement tous les frettages qui étaient mis, les ceintures métalliques qui étaient tout autour, et on l'a débarrassé. On en a fait un tirage dans le polystyrène, le sculpteur l'a complété. Ça a permis de déterminer les coupes de pierre qu'il fallait envisager pour pouvoir faire l'œuvre définitive. Et vous l'avez ici en morceaux, avant qu'elle soit posée sur place. Ça a été valable pour les brebis, les moutons, le bélier et puis le chien. Donc la même chose a été faite. Une première approche, un épannelage de la pierre qui n'était nécessaire. Ça me fait l'occasion de revenir sur le problème de la pierre. Deneux avait réouvert la pierre de Courville, qui était donc une des possibilités de carrière. Malheureusement, maintenant on arrive au bout de cette pierre de Courville. On l'a privilégiée parce que on voulait quand même réutiliser une pierre le plus proche de celle qui avait été utilisée sur la cathédrale.
on n'en avait pas suffisamment en stock pour aller jusqu'au bout. Et on a réservé toute la statuaire monumentale on a réservé la pierre de Courville pour toute la statuaire monumentale qui était vraiment très prégnante. Et par contre, pour les parties secondaires, on a remplacé cette pierre de Courville par une autre pierre qu'on a trouvée dans la Seine-Maritime et qui en fait présente exactement la même porométrie, donc les dimensions les plus petites de la pierre, des pores de la pierre, la même vitesse du son, la même vitesse donc du son et la même coefficient de dilatation, les mêmes porosités aussi, pour éviter des chocs entre les pierres et une accumulation d'eau sur les lits. Et donc on a quelque chose qui est quand même assez proche de la pierre de Courville, mais au dire du sculpteur, qui ne répond pas exactement comme la pierre de Courville. Elle est moins elle fait moins de réaction à l'outil, donc elle est plus, comment dire, plus souple et donne finalement des formes moins accentuées que la pierre de Courville. Voilà donc ce qui a été fait pour les brebis et le bélier. Et j'arrive sur un cas particulier qui était donc la partie ruiniforme qui était demandée en conservation dans l'état ruiniforme tel que l'on voulait la voir apparaître sur la façade pour témoigner du désastre. Donc là, on était dans un cas très particulier. Allait-on mettre un moulage en pierre reconstituée, sachant qu'on avait donc les éléments qui restaient, les vestiges. On pouvait donc faire une prise d'empreinte, là on pouvait y aller dans l'état où c'était. Peut-être faire des compléments sur un tirage et faire une pierre reconstituée. Mais le problème, il était d'un autre ordre, c'est-à-dire que là, ces claveaux, ils ont une fonction purement de report des charges. Certes, ils sont sculptés, mais derrière, il y a toute la masse qui est au-dessus, qui est reportée via la forme en voûte et qui reporte les poussées donc, sur les parties latérales. Et donc ces éléments-là, qui seraient des éléments incongrus dans l'ensemble, apporter des éléments en béton et leur donner en même plus la fonction de transfert des charges sur des pierres au-dessus, en dessous, ne nous semblait pas du domaine du raisonnable. En plus, la pierre n'a pas du tout la même porométrie, pas du tout les mêmes caractéristiques que la pierre reconstituée, et la pierre sont vraiment totalement différents. Au moment où la pierre tombe sur une pierre reconstituée, l'eau qui pénètre dans la pierre va avoir tendance à s'accumuler sur le lit entre le béton et la pierre, va créer à cet endroit-là une dissolution des sels ou une concentration des sels, va donc faire dissoudre la pierre au contact du béton reconstitué. C'est donc pas vraiment raisonnable d'avoir un élément de transfert de charge qui soit aussi disparate. Donc il fallait revenir à une pierre. C'est là où on a privilégié la pierre de substitution qu'on a trouvée en Seine-Maritime et qui nous permet en fait d'avoir un matériau assez proche de la pierre d'origine, mais rester à restituer l'aspect uniforme demandé. Et c'est là où la technologie finalement a permis de revenir à un état uniforme à travers le scan 3D, à travers éventuellement des compléments qui ont été faits par le sculpteur, c'est les zones plus orangées, et de faire travailler la machine pour pouvoir créer cet aspect uniforme. Il faut savoir que pour un sculpteur, faire une sculpture uniforme est extrêmement dur. Un sculpteur préférera vous sculpter l'œuvre définitive et la casser derrière. Même si ça lui fait mal au cœur, il ne saura pas faire une cassure. Curieusement, on ne sait pas faire une cassure. Elle est mal faite lorsqu'elle est faite par la main d'homme. L'homme n'arrive pas à faire quelque chose de mal fait finalement. C'est ça qui ressort. Par contre, la machine est bête dans ce cas-là et elle sait le faire. Et le scan 3D, vous lui remettez le fichier, la machine... Maintenant, on n'est plus dans des machines où on a un casque et un outil à la main et ça bip quand on s'approche. Maintenant, il y a des machines 5 axes qui sont capables, en changeant l'outil, d'aller vous sculpter vraiment derrière l'oreille, etc. Donc, en fait, en mettant cette pierre sur cette machine, on arrive à recréer la forme uniforme que l'on avait. Et c'est ce qui s'est produit ici. Vous avez sur la gauche la pierre neuve, uniforme, et la pierre ancienne, qu'on n'a pas encore déposée, qu'on va remplacer. Et vous voyez, donc, ça fait bien l'effet. Hein. Et par contre, on a quand même un matériau qui, lui,
transmet bien les charges, ne crée pas de barrière étanche et va donc pouvoir assurer l'évaporation de l'eau normalement. Donc là, on voit bien que l'évolution technologique a permis cette évolution. En faisant un moulage en pierre reconstituée, on créait un problème technique. Et là, on s'en est dispensé et on a quand même conservé l'idée de la ruine. Le petit groupe de Salomon et de la reine de Saba, qui est donc au départ de cet arc, qui est donc à la fois une partie, là aussi il y a la notion d'abord, on a des parties bien faites avec le pèlerin qui est juste en dessous, et au-dessus c'est la partie ruiniforme. Donc ça finalement, la notion d'abord a fait qu'on a dit non, il faut absolument conserver une partie des ruiniformes et une partie telle que l'on avait au moment où on a déposé les éléments. Vous voyez qu'il y a quand même, les deux têtes sont encore en place. Les photos nous montraient qu'il y avait des choses qui avaient disparu, on les a restituées sur les maquettes, ça a été accepté. Un tirage a été fait, on a refait en pierre reconstituée l'élément. Alors là, on est en pierre reconstituée, mais on n'est pas comme le voussoir dans la transmission des charges. On est déjà sorti de la façade. Donc vous voyez qu'il y a très peu d'épaisseur, on ne participe pas à la stabilité de l'édifice, on est vraiment comme une statue en ronde bosse qui sort un petit peu de l'ensemble. Donc là, on a accepté qu'on soit en pierre reconstituée. Le Goliath, qui lui ne participe pas de la construction, donc lui a été refait donc en pierre reconstituée, à partir du moulage, d'un des 3 moulages que l'on a choisi. Et voilà donc le résultat final. On reconnaît bien nos 2 Goliaths en place, le David de 1906 restitué, la partie ruiniforme ici, qui fait la liaison entre le groupe Salomon-Saba ici, le pèlerin tout propre, tout neuf, qui répond au lot de pèlerin de 85. Et voilà donc comment la liaison s'est faite et comment ça a été accepté. Voilà, donc là, cette sculpture représente 470 000 € de travaux de sculpture, proprement dite. C'est pour vous donner des chiffres actuels. Et par contre, toute la pierre de taille qui a été faite, les installations de chantier nécessaires, représentent 1,6 million hors taxe. Les chiffres que je vous donne, je vous le répète, c'est 2018 hors taxe, montant des travaux. Pour les décideurs qui seraient dans la salle, il faut multiplier par 1,5 pour pouvoir avoir un montant d'opération comprenant les aléas, les honoraires, etc. Voilà donc l'état actuel de la façade occidentale, dans la partie basse, et on devine la rose derrière. On a complètement effacé vous vous souvenez du soubassement rongé, on l'a complètement effacé. Ça a été un sujet, mais malheureusement, l'architecture, bon, certes peut témoigner, mais dans certains cas, c'est important. Il faut que les rejets d'eau se fassent, que les chaperons ici éloignent l'eau, que cette archivolte ici éloigne l'eau et protège les voussures qui sont à l'intérieur. Il y a une fonction quand même, malgré. On n'est pas dans un musée, il pleut, il gèle, et on a besoin que l'architecture évacue l'eau, l'évacue à travers les gargouilles, que les gargouilles existent encore, que l'évacuation des eaux, que ce chaperon, que ce larmier existe. Donc les lignes d'architecture ont été restituées. Et ça a été admis, c'est-à-dire qu'on a admis qu'on pouvait, entre guillemets, cicatriser, c'est ce qui a été fait ici. Par contre, les parties protégées, c'est le cas de tous de ces hauts reliefs et bas-reliefs qui sont ici, des voussoirs, du voussoir que je vous ai montré là, eux témoignent encore du désastre, de même que l'intérieur. Je pense qu'à l'intérieur, on aura beau faire, mais je ne pense pas qu'on reviendra, malgré qu'on ait beaucoup de photos, je ne pense pas qu'on reviendra aux sculptures d'origine. Tout au moins, dans l'immédiat. Il y a quand même un souvenir de cette guerre qui demande à être conservé à travers la pierre. Mais on voit bien qu'il y a une sorte de cicatrisation. Alors hier, je vous parlais des zones d'oubli en fait, qui se produisaient sur les ruines. On finissait par un peu oublier ce que c'était que cette ruine. À Blain-Saint-Nazaire, c'est le cas typique. Et là, on voit bien qu'il y a aussi une sorte de cicatrisation qui se produit. On n'est plus du tout dans l'aspect ruiniforme qu'avait l'ensemble de ce contrefort. On a restitué les lignes d'architecture. Les gables sont là, ils évacuent l'eau. Les gargouilles sont là, elles évacuent l'eau. Par contre, effectivement, ici, on voit que c'est rongé, mais on se dit, est-ce que c'est rongé par l'incendie ou est-ce que c'est rongé par
l'effet du temps. Alors, a priori, si on se penche sur le problème, on voit bien que c'est rongé par l'incendie, surtout que les autres zones abritées sont en meilleur état, au fond, tout au moins celles qui ont été préservées lors de la Révolution. Et puis il y a d'autres parties qui témoignent encore. Voilà, donc en fait c'est une cicatrisation, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a eu blessure, mais on n'est plus tout à fait dans la prégnance de la partie ruiniforme. Je vais vous parler des vitraux de la Rose. Alors je prends la Rose pour exemple, mais je vais évoquer d'autres vitraux quand même. Alors, il faut savoir qu'en 1906, au moment, on est 8 ans avant la Première Guerre mondiale, il y avait quand même sur cette rose une grosse campagne de travaux. Je vous en ai parlé à travers la statuaire. On avait déjà restauré les vitraux, on avait déjà fait des compléments, on avait fait des remises en plomb. On devine les plombs tout neufs qui brillent ici. Et on avait mis à l'époque une protection grillagée, parce que cette rose avait subi une tempête de grêle qui avait constellé les vitraux de trous, d'impact, et il fallait absolument protéger cette façade ouest, qui évidemment était à la pluie battante, et lorsqu'il y a eu une grêle, ça a été un effet dévastateur, parce qu'elle n'est pas protégée, elle n'est pas dans le fond d'une embrasure comme pour les portails, et donc on avait imaginé de mettre une protection grillagée pour arrêter la grêle. C'est ce qui a été maintenu, d'ailleurs, en 1930, lorsqu'on a fait la restauration de la rose. Donc là, c'est en 1906. Et voilà donc les traces de l'incendie à la guerre de 1914. Donc tous les vitraux de la partie gauche sont tombés, tout a explosé. Et par contre, dans la partie droite, on a quand même une bonne partie qui est restée en place. On le devine en vision intérieure, les trous ici qui existent, sur le triforium de même. Dans la partie sud et la partie gauche, vue de l'intérieur, on avait encore beaucoup de vitraux de 1906, qui étaient donc des vitraux restaurés récemment. Alors, on fait dès 1937 une première restauration. Ça sera dans la partie protégée du portail central. On restituera tous les vitraux. Et c'est donc en 1925, à partir de 1925 qu'on fait la restauration. Deneux avait comme aide les relevés qui avaient été faits par les précédentes campagnes de travaux pour relever les vitraux. Il avait lui-même fait des relevés. Et on a pu reconstituer une de ces roses comme ça, de cette manière-là. Mais il y avait beaucoup d'édifices, d'autres verrières, pardon, qui avaient été touchées. Bon, là, c'est un rappel, c'est pour vous montrer l'importance des vestiges du XIIIe siècle dans une verrière comme celle-ci, qui a subi l'incendie à droite, où il y a des pièces neuves pratiquement partout. Et sur la partie gauche, il y a quand même beaucoup de témoins du XIIIe siècle. Voilà donc un petit peu ce qui a été fait en 1937. Vous avez sur la partie gauche les vestiges, une représentation de cette verrière dans l'état avant restauration, et là en vert sur les parties qui ne sont pas rouges. C'est-à-dire qu'il y a du vert sur les parties rouges qui, elles, sont des parties très anciennes, qui représentent les plombs de casse. Donc le verre est cassé, lorsqu'il est cassé, on remet un plomb pour pouvoir lui restituer sa stabilité. Et ces plombs de casse, sur les parties anciennes, donc sont des plombs de casse anciens, on voit que dans les parties neuves, donc, qui sont les parties grises, qui ont été refaites en 1937, dans l'esprit de ce qui avait été réalisé, qui avait été relevé, qui ont été refaites, elles aussi, avec des faux plombs de casse. C'est-à-dire qu'en 1937, on a volontairement cassé des verres pour être en raccord avec ce qui a été fait sur les verres anciens. Donc déjà, il y a une notion aussi là d'abord de ne pas paraître trop brutalement trop neuf par rapport à l'ensemble. Et tous les parties verts sur les fonds grisés sont des faux plombs de casse. Les protections grillagées, qui sont remises en 1937. Par contre, tous les autres verrières, comme on n'avait pas pu déposer tous les vitraux, je vous ai expliqué que les pompiers de Paris étaient venus pour aider à la dépose des derniers panneaux qu'on a pu sauver, ont été remplacés en 1937 par des verrières claires, des verrières d'accompagnement avec simplement une petite bordure colorée, et puis une verrerie géométrique d'accompagnement, et les vestiges qui ont pu être reposés ont été reposés. Alors, ces verrières claires, quand on regarde de l'extérieur, ça a comme avantage de faire paraître l'église encore beaucoup plus comme une église un peu lanterne, où on voit à travers le jour, en second jour, l'autre côté.
C'est donc une vision assez intéressante quand même, mais ce n'est pas du tout ce qu'il y avait autrefois. Évidemment, ces verrières claires apportent un éclairage brutal à l'intérieur de la cathédrale, ce qui n'était pas du tout le cas autrefois, où il y avait des verrières historiées avec évidemment les tons habituels vert, rouge, bleu, qui foncent quand même l'atmosphère, qui renforcent une atmosphère de recueillement, alors que là, ça fait quand même assez grand hall d'entrée. C'est vraiment très, très clair. Alors, il y avait donc ce problème de verrières blanches, et dès 1954, là aussi, il y a une poussée individuelle de certaines confréries, de certains corps de métier qui disent nous, on peut financer une verrière. Donc c'est ce qui a été fait sur certains vitraux avec des maisons de champagne qui ont payé certaines verrières, en faisant finalement un retour en arrière, en faisant un style médiéval, on pourrait dire un style gothique sur ces verrières. Mais ça n'a pas été constant. Dès 1961, on a fait des verrières de création. Et là, c'est une artiste locale, une artiste rémoise, qui a fait des verrières, donc Brigitte Simon, et qui, elle, alors est-ce que c'est l'atmosphère générale de l'édifice, qui a été plutôt sensible au désastre finalement, qui a fait des verrières en grisaille, qui sont des verrières modernes, donc où on devine donc le travail qui est fait sur le verre, qui est traité à l'acide, qui est traité à la patine, où on voit donc un aspect quand même assez triste dans l'ensemble, qui contraste avec les verrières anciennes, qui sont beaucoup plus colorées. En 1974, Chagall reçoit la commande pour la verrière d'Axe, de l'abside de la chapelle d'Axe, pardon, et il fait une verrière de style contemporain de Chagall. Voilà, donc c'est vraiment un travail. Alors là, c'est un travail vraiment d'orfèvre, surtout du maître verrier, parce que Chagall, donc, on sent bien la manière de peindre de Chagall, et il a réussi à reproduire cette pastelisation finalement de cette peinture à travers des jeux des surépaisseurs de verre. Il a pu restituer assez finement l'œuvre de Chagall. Et Chagall est très, très satisfait de ce qui a été réalisé par cet atelier. Par contre, évidemment, le reste était en verrière blanche. Et il y avait vraiment un choc visuel lorsqu'on se promenait dans le déambulatoire. Et là, vraiment, vous devinez les verrières de Chagall ici, sur la chapelle d'Axe, les chapelles latérales, où là, les verrières blanches inondent de lumière ces abords. Et vraiment, c'est très gênant au niveau visuel. À l'extérieur, c'est pas perceptible. On voit bien que la vitrerie géométrique ne pose pas trop de problèmes. Mais à l'intérieur, la lumière est vraiment trop intense. On le devine encore ici. Là, vous avez les verrières qui ont pu être conservées et reposées par Deneux. Et vous avez les verrières d'accompagnement qui avaient disparu, qui ont été reposées en attendant. Et donc, une création a été réalisée assez récemment, en 2011. C'est un don de... Alors, je ne sais plus si c'est l'État allemand ou si c'est les personnalités allemandes, mais il me semble que c'est l'État allemand. Donc, dans le partenariat, depuis la réconciliation de 1962, de Gaulle Adenauer sur la cathédrale, il y a donc une volonté des Allemands d'intervenir quand même dans la restauration, et ils ont fait le don de vitraux. Et c'est un artiste allemand qui a été retenu pour faire les vitraux. Alors le résultat permet d'atténuer énormément la lumière. J'ai eu l'occasion de donner mon avis, je le répète parce que je trouve que quand même il est assez pertinent. Vous voyez que l'architecture, le remplage des baies s'efface complètement, surtout dans les parties supérieures. Quand on compare avec ce qu'il y a ici, où on devine très bien le polylobe du remplage, sur les mêmes verrières traitées par cet artiste, le polylobe il disparaît complètement. Et ça tient au fait que les dimensions des verres sont des dimensions importantes, qui sont à l'approche des dimensions des polylobes, et finalement tuent un peu l'architecture. Moi, j'aurais préféré que le même graphisme soit fait, mais à une échelle plus petite, que l'architecture quand même soit respectée. Bon, mon avis n'a pas pesé, bien sûr, et il y avait d'autres enjeux, vous vous en doutez.
ça passait à un très haut niveau. Hein. Donc là, on a fait les verrières telles que l'artiste les a dessinées. Alors quand on l'interroge, je lui dis, mais ici, il y a beaucoup plus de rose que là, alors que le rose n'était réservé qu'aux teintes chères sur les verrières anciennes. Là, vous en mettez beaucoup. Oui, mais c'est la chapelle de Jeanne d'Arc, donc j'ai mis du rose. Bon, c'est un peu fallacieux comme réponse, mais voilà, quelquefois, c'est un peu brutal. Hein. Alors, la brutalité, elle ne s'arrête pas là. Elle s'arrête aussi quand même dans la protection de cette verrière. Pour les Allemands, une verrière doit être protégée. Et elle doit être protégée par un verre. Et il ne veut surtout pas d'un grillage derrière. Parce qu'un grillage, on verrait à travers son verre, qui est assez transparent, c'est vrai, par un moment, et on verrait effectivement le grillage. Il veut donc un verre de protection. Alors le verre de protection, certes, on en fait, mais lui, il veut un verre, disons, vraiment très, très transparent, c'est le cas de le dire, c'est-à-dire un verre qui finalement est un verre miroir quand on le voit de l'extérieur. C'est assez gênant sur les façades. Bon, les techniques pour pouvoir poser cette double verrière, elles sont connues. On utilise les barlotières existantes, on recrée des pannetons, on les allonge, on recrée des barlotières, et on peut glisser une deuxième. À partir des barlotières existantes, on est capable de recréer une seconde couche de barlotières qui va recevoir les panneaux. Mais voilà l'aspect extérieur que ça donne. Vous avez la verrière de Chagall avec son grillage, et vous avez les verrières allemandes. Alors, je les appelle allemandes, mais c'est pas pour dire c'est allemand et c'est méchant. Non, c'est eux, leur manière de voir et de percevoir le monument, mais plutôt vu de l'intérieur. Moi, j'ai aussi une vision extérieure. Je trouve que c'est trop réfléchissant. Alors, bon, c'est vrai qu'on aurait pu faire différemment, mais ils n'ont pas souhaité. Eux, ils avaient comme commande les vitraux et avec leur protection. Donc, on a laissé faire un verre finalement trop réfléchissant sur ces verrières. Et on devine très bien derrière le dessin du vitrail, on arrive parfaitement à lire. D'ailleurs, les plombs ne vont pas vieillir très vite de cette manière-là, ils vont rester très vite, très, très longtemps, très clairs, je pense. Nous, on a une autre approche lorsqu'on fait des verrières de doublage, c'est le cas qui a été réalisé sur le chevet. On fait une verrière qui, elle, reproduit un petit peu le découpage des vitraux, mais en le simplifiant, parce qu'effectivement, il y a un phénomène de parallaxe qui pourrait se produire lorsque les deux couches de verre sont éloignées. Plus elles sont éloignées, plus la parallaxe rentre en ligne de compte. On pourrait donc avoir deux effets de plomb qui viennent doubler, enfin un plomb qui vient doubler un autre qu'on peut imaginer derrière. Mais en fait, dans la réalité, les verrières anciennes défocalisent énormément la verrière qui est derrière et on ne perçoit quasiment jamais cet effet de parallaxe. Mais quand même, on obtient à travers ces éléments de découpage quelque chose qui est moins réfléchissant. Alors, évidemment, vous allez me dire, mais on voit quand même une différence, mais c'est parce que le verre est propre. Très vite, ça va vite se salir et le verre perd de son élément réfléchissant. Mais on conserve une idée d'ondulation quand même sur la verrière. Donc on fait des verrières de doublage différentes qui se rapprochent quand même de ce qui existait lorsqu'on avait les vitraux non protégés au XIXe siècle. Pour la rose, on a évoqué donc que le grillage avait été remis en 1937. Là, on a fait différemment. On a pu déposer tous les vitraux pour pouvoir les nettoyer, pour pouvoir restaurer le remplage de la rose. Et donc, on avait donc tous les vitraux sous forme de panneaux. Et là, on a fait une reproduction de la texture du panneau tel que l'on l'avait. On en a pris une empreinte. Et on a pu remettre un verre que l'on a chauffé et qui a pris la forme de cette empreinte et que l'on pouvait poser en double verrière à l'extérieur. Ce verre, alors évidemment, ça fait l'objet d'un brevet, mais il y a d'autres techniques maintenant qui s'en approchent. Ce verre est feuilleté, donc est très solide, il ne craindra pas la grêle, il protège la verrière intérieure, qui, elle, n'est plus soumise aux contraintes de la pollution, et donc les dépôts de gypse, l'altération des verres ne se produit plus. Et cette verrière, du fait de la texture, est
évacue, ou tout au moins atténue l'effet de brillance miroir qu'on a vu sur les verrières allemandes. Et par contre, on retrouve donc une texture qui fait paraître la verrière comme présente la verrière d'origine. Et en même temps, l'effet de relief que l'on a au niveau des plombs ne coupe pas de la lumière. On n'a donc aucun effet de parallaxe, même si on le percevait. Donc là, on l'a encore moins. Et on est transparent même là où il y a des faux plombs. Vous le devinez ici. L'effet coloré transparaît. La couleur que vous avez, c'est le vitrail qui est derrière. Ce n'est pas la verrière, la double verrière qui est colorée. On l'avait évoqué, cette patine, et on l'a abandonnée parce qu'on ne voulait pas apporter une couche supplémentaire qui trahisse les couleurs d'origine. Donc on l'a faite complètement claire. Et vous voyez qu'il y a une certaine transparence, même vue de l'extérieur. Vous devinez la texture qui apparaît sur la fausse verrière de doublage, qui a été posée au même endroit que la verrière d'origine. Donc, vue de l'extérieur, on a la même profondeur de l'embrasure de la rose. Par contre, de l'intérieur, on a perdu, mais on ne le perçoit pas puisqu'on est en contre-jour. Voilà le système qui a été imaginé à chaque fois pour recevoir les verrières. La verrière d'origine est posée à son emplacement. La verrière de doublage est posée à son emplacement d'origine, et la verrière d'origine est posée sur la double barlotière qui est posée à l'intérieur. Et on laisse passer l'air entre les deux, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'effet thermique de part et d'autre du vitrage. Donc il est vraiment, le vitrage d'origine est posé vraiment comme s'il était dans un musée finalement. Et voilà l'effet obtenu. On a donc supprimé le grillage. On retrouve bien l'état avant 1906, avec la profondeur de l'embrasure de la rose, celle qu'on avait à l'origine. Alors, évidemment, le verre est encore très propre, c'est assez homogène, mais sachez que sur place, quand même, on devine la texture ma photo est prise de loin quand même, on devine la texture des vitraux. Là, les effets blanchâtres que vous avez, c'est dû au vieillissement des verres. Je vais l'évoquer tout de suite. Les verres anciens, quand on les dépose, voilà dans quel état on le voit vu de l'extérieur. Alors évidemment, cette couche qui contient du gypse, des dépôts de sel, des agrégations qui se produisent à la fois sur le plomb et sur les verres, ternissent énormément le verre. Et donc, toutes les difficultés, c'est de nettoyer ce verre et éventuellement de lui redonner toute sa transparence. Là, on devine très bien ce qui a été fait en 1925, avant l'intervention après l'intervention, pardon, enfin au moment de l'intervention de Deneux et après 1906, les verres neufs sont traités ici, les verres anciens sont là. On voit que le verre ancien a énormément perdu de sa transparence, parce qu'on imagine qu'au moment où ils ont posé, on avait quasiment la même transparence. On devine aussi un rosissement de ce verre neuf, qui lui subit déjà les altérations dues à la pollution, qui fait brunir le manganèse qui constitue le verre. Et donc, on a un vieillissement qui altère la coloration des pièces de 1925 et qui altère énormément les verres anciens. Vous voyez la texture au microscope du verre vu de l'extérieur. On devine que toutes les parties fines du verre sont dissoutes par les constituants chimiques qui sont dans l'atmosphère et donc créent cette texture. La grisaille ancienne qui se devine derrière, une fois après le nettoyage fait, les grisailles qui avaient été faites pour pouvoir se raccorder sur l'existant en 1925, qui, elles, s'estompent encore plus vite que celles d'origine, enfin celles qui existent sur les verres anciens. Là, on voit aussi que les verres neufs, leur patine disparaît assez vite. Voilà les effets d'un nettoyage. On a conservé l'existant ici. Voilà ce qu'on obtient après nettoyage sur une verrière constituée de verres anciennes. Là, il y a un verre neuf qui a perdu sa patine. On imagine bien qu'en 1925, ils avaient bien fait les choses et qu'il y avait une petite patine, mais elle a disparu par le lessivage de cette façade ouest exposée aux intempéries. Voilà, après nettoyage, qu'on arrive quand même à obtenir sur les verres anciens, c'est-à-dire qu'on arrive à enlever cette texture qui opacifie et qui la rend granuleuse au possible. On arrive quand même à enlever une bonne partie de ces éléments-là sans toucher au verre d'origine. Les verres de 1925,
Et puis un premier traitement, donc de nettoyage, voir ce qu'on obtient déjà. On retrouve un peu de transparence sur les verres anciens. Voilà ce qu'on obtient sur une autre partie, après nettoyage. Et ensuite vient le problème de l'harmonisation de l'ensemble. Alors, on sait revenir un peu en arrière sur les verres qui s'altèrent. Le manganèse, on sait revenir avec des produits chimiques, lui redonner une certaine transparence, enlever ce brunissement, l'atténuer tout au moins. On arrivera à lui retrouver une certaine transparence et on a admis de le faire sur les pièces les plus importantes, sur des éléments, par exemple cette main, on a restitué sa transparence. Malgré que ce soit un verre ancien du XIIIe siècle, on a admis, du fait qu'on savait qu'on allait le protéger avec une double verrière, on a admis qu'on pouvait intervenir dessus et essayer de lui redonner un peu de transparence, surtout lorsqu'on comparait aux photos avant 1906, où on avait déjà, moi j'étais frappé, quand je regardais une photo de 1906, qui est en noir et blanc bien sûr, mais même en transférant en noir et blanc l'image en couleur que j'avais de nos jours, les effets de la pollution, c'était vraiment catastrophique. Les véhicules, bon, c'est les années 50, 40, c'était pas terrible, mais bon, en 1950, l'arrivée de la voiture, 60, 70, les effets de la pollution sur ces verrières, c'est vraiment important. Donc, on a admis de revenir un peu en arrière et de retrouver un peu de transparence sur les verres anciens. Sur les verres neufs, on n'a pas hésité, bien sûr, mais sur les verres anciens, on s'est posé la question, mais on est revenu, dans la plupart des cas, sur une transparence. Voilà ce qui se passe en commission, en petit comité, quand on décide, pour chaque verrière, qu'est-ce qu'on va faire sur les verres anciens, les verres neufs. Les verres neufs qui sont réintégrés, comment on les patine, pour pouvoir, là aussi, toujours, notion d'abord, pour pouvoir avoir un effet global. Et voilà donc la verrière avec ses verres neufs et ses verres anciens, une fois restaurés. Bon, à cette distance-là, on imagine bien qu'on ne voit pas les différences, on ne voit pas, mais tout est renseigné sur ce qui a été fait et tout est dans les textes pour pouvoir s'y reporter dans le futur, si jamais, malheureusement, il faut rien venir. On devine les verrières blanches d'accompagnement qu'il faudra peut-être un jour traiter pour éviter cette luminosité trop importante. Et les ordres de grandeur des coûts, les vitraux, ça a coûté, avec la verrière de doublage, environ 470 000 €. Soit, pour vous faire un ratio, pour les 100 mètres carrés de vitraux qu'il y a là, de l'ordre de 5 000 € du mètre carré pour les vitraux restaurés de cette époque. Voilà, j'en ai terminé sur la statuaire et les vitraux pour vous illustrer tout ce qui a été réalisé à partir des travaux de la reconstruction, en fait, et des restitutions qui ont été faites. Je suis à votre disposition. Merci.